Dernière partie avant le rapport moral de Jean-Paul Bigard, les solutions pour y répondre. Avec encore une fois, on est un petit peu en retard, pardon. Un truc très important, on va essayer d'être le plus concret possible. Mais cette deuxième partie sera sous l'œil d'un autre économiste. Je vais l'appeler tout de suite, Jean-Marc Sylvestre. Jean-Marc, venez nous rejoindre. Bonjour. Oh, bah, regardez, vous avez un très beau micro ici, et si vous voulez bouger, vous pouvez comme ça, vous ça marche, un peu partout ailleurs. On se voit, on se tutoie à l'antenne, on se vous voit toujours. Okay. Oui, oui. Bah oui, c'est mieux. Sinon, on pourrait croire qu'on est copains. C'est mieux. Non, mais on n'est jamais copains dans ce métier. Non. Et qu'on se connaît, qu'on a travaillé ensemble, ce qui est bon. Sérieusement, avant qu'on parle sur les solutions, votre avis sur ce qui s'est dit. J'ai vu que vous étiez très attentif sur les attentes du marché. Oui, il s'est énormément passé de choses sur depuis. C'est effectivement très passionnant. Si vous me laissez 1 heure à peu près, non 4 minutes. 4 minutes. Non, je suis très sensible à tout ce qui a été dit, et notamment sur l'histoire qu'il faut raconter autour du produit, parce que je crois que c'est un peu la clé. On y reviendra à ça. Mais je voudrais dire aujourd'hui que vous avez une chance énorme. C'est que, peut-être sans le savoir, mais en fait beaucoup d'entre vous le savent, vous êtes au cœur d'une révolution. Il n'y a pas beaucoup de révolutions dans l'histoire humaine, vous savez. Il y a eu 3 ou 4 révolutions, si je me réfère à des grands historiens comme Brodel. La première révolution, c'est la révolution de la machine à vapeur et du moteur à explosion, c'est début du 19e. Ça a bouleversé la vie. Et pourquoi c'était une révolution? Parce que ça bouleversait la vie quotidienne de tout le monde. La deuxième révolution, début du XXe, l'électricité. L'électricité a permis de transporter d'un point à un autre l'énergie qu'on avait produite avec la machine à vapeur. Ça a bouleversé la vie, complètement. Les habitudes de vie, les habitudes de travailler, les habitudes de tout. Et la troisième révolution, c'est la révolution qu'on a connue à la fin du XXe siècle. Il faut un siècle. C'est la révolution du digital. La révolution du digital, elle a évidemment également bouleversé la vie quotidienne, la vie, le travail, en permettant de transporter de l'information à tout le monde, à un coût pratiquement nul ou gratuit. Et je crois que nous vivons aujourd'hui, nous sommes entrés, et je crois qu'on en est qu'aux prémices, dans la food revolution. Et c'est mondial. C'est-à-dire qu'on va changer un des fondamentaux de la vie quotidienne, c'est-à-dire nos habitudes alimentaires, ce que nous consommons, ce que nous voulons. Alors il y a déjà des prémices de l'évolution, avec ces attentes de consommateurs. On le sent bien, ils sont en train d'évoluer, ils sont en train de changer. Mais je crois qu'on n'en est qu'aux prémices. Et il va falloir là, prendre en main cette révolution. Et comme dans le digital, on a vu des start-up, on a vu des GAFA se constituer. Dans la food revolution, il y a déjà un certain nombre de GAFA, il y a aussi un certain nombre de start-up, et c'est vrai qu'il y a des producteurs de matières qui sont un peu en attente de développement et qui s'interrogent beaucoup sur ces attentes de consommateurs. Alors, vous interrogez, et vous avez posé la question, je ne sais pas combien de fois depuis ce matin, que veut le consommateur? Je vais peut-être vous décevoir, mais en fait, on n'en sait rien. Mais il le sait lui-même? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Et c'est là où vous avez une chance inouïe. C'est que vous allez vous balancer, non plus dans une économie de logique de demande, c'est-à-dire vous êtes derrière votre comptoir et vous dites, comme on l'a fait pendant les 30 Glorieuses, pendant 5 ans, bon, qu'est-ce que vous voulez? Je veux ceci, vous fournissez. Mon père me disait qu'il était dans le bâtiment, il disait, mais on n'a pas de problème, il faut construire, on construit. On ne sait pas ce qu'on construit, mais on construit quand même. Bon, aujourd'hui, nous sommes dans des logiques d'offres. Les gens sont gavés, ils ont ce qu'ils veulent, en gros, pas forcément partout autour de la planète, mais on a de quoi se nourrir, on a notre contingent de calories, de protéines, etc. etc. Ils veulent autre chose. Alors bien sûr, on a une idée de ce qu'ils veulent. Ils veulent de la qualité, ils veulent de la traçabilité, ils veulent avoir confiance dans ce qu'ils vont manger, etc. Mais ils ne savent pas exactement. Je vais vous raconter une histoire et puis après je te donne la parole. Une petite histoire. Quand je suis arrivé dans le groupe Bouygues, il y a 30 ans, 25 ans, oui, putain, on est quand même pris de l'argent. C'était hier. 30 ans, Martin me convoque, j'étais le premier économiste qu'il embauchait à la télévision. Et il me dit... puisque vous êtes économiste, on va monter un réseau de téléphones portables. Je ne savais pas, je n'avais pas entendu parler encore. Je savais vaguement ce que c'était, parce que le téléphone portable, c'était Radiocom 2000, vous vous souvenez, ici, Radiocom 2000, c'était réservé aux médecins, aux chauffeurs de taxi, aux chefs d'entreprise qui avaient les moyens de se le payer. C'était une énorme valise. Ouais. Ça faisait chic, d'ailleurs, dans la voiture. Et il me dit,
on va monter ça. C'est des énormes investissements. On ne sait pas si ça va marcher. Et on a constitué des panels de consommateurs. Donc vous en avez fait, vous avez appris ça à HEC, dans les écoles. Vous réunissez un panel de consommateurs dans une salle comme ça, pendant une après-midi ou une journée, vous les nourrissez bien, vous faites en sorte qu'ils parlent très librement. Le but étant de savoir s'ils sont intéressés par payer l'équivalent de 50 € par mois pour avoir un téléphone portable. Eh bien, je vous le donne en mille. Tous les résultats que nous avions de ces panels, ça a duré des mois, c'était nul. C'est-à-dire 98% des gens disant « Mais 1, vous êtes barge, 2, vous êtes tombé sur la tête, 3, vous êtes fou, vous pensez tout de même pas que je vais dépenser 50 € pour faire exactement ce que je peux faire chez moi. » Effectivement, c'était très logique. On appelle au téléphone, etc. Les études qui avaient été faites par France Télécom à l'époque, SFR qui était en train de se préparer, ça tambouille aussi, arrivaient au même résultat, 2 millions d'abonnés sur la France. Aujourd'hui, nous sommes à 88 millions d'abonnés en France, au téléphone portable, sachant que dans la population est limitée à 60 millions. Il y a donc des gens qui en ont 2 ou 3. Il y a aussi les bébés qui ne parlent pas. Oui. Et puis il y a les vieilles personnes qui ne se souviennent plus ce qu'il faut dire. Donc il y a eu un problème, quoi, entre le moment où on a fait l'étude et ça a explosé 10 ans après. Hein. Le nombre qu'il y a aujourd'hui, il s'est passé quelque chose. Et ça, on a eu du mal à l'expliquer. Et il a fallu le génie, le risque d'entrepreneurs, d'investisseurs aussi, pour mettre sur le marché ces réseaux qui ont coûté énormément cher, avec une politique publique d'ailleurs d'encouragement. Moralité, oser. Moralité, il faut oser. Et deuxième moralité, c'est le consommateur qui crée l'utilité du produit. C'est donc le consommateur qui va décider si votre produit lui convient, si la façon dont vous le vendez lui convient. Donc il faut essayer. Et alors avec un certain nombre d'éducation, mais c'est la responsabilité vous incombe. Ne vous la laissez pas voler, ni par les distributeurs, ni par les transformateurs. Aujourd'hui, le facteur principal de la réassurance du client, c'est la marque. Je cherche désespérément des marques de viande accessibles aux consommateurs. Je connais Julia, qui travaille dans le 10e arrondissement, c'est ça. Je connais les grands distributeurs. Est-ce que le boucher du coin est une marque? Aujourd'hui, non. Mais une confiance? Non. Mais celui qui vous dit « j'ai plus de bavette, essayez ça, monsieur Sylvestre ». Celui qui dit ça, oui. Mais est-ce que le boulanger est devenu une marque? Oui. Après 25 ans de travail, sous l'impulsion d'un Premier ministre qui avait libéré les prix du pain, sous l'impulsion d'un autre Premier ministre qui avait passé des accords avec les grands producteurs de farine, Raffarin, et c'est Raffarinal, le boulanger est devenu le premier restaurateur de France, puisque les Français, la part de marché de la boulangerie dans la restauration de midi est la plus importante. Alors, pour les attentes du marché, il y a plein de choses. Il y a encore plein de travail. Maintenant, on a besoin de vous sur, et on va envoyer le jingle, sur les solutions pour y répondre. Les solutions. Et là, je vais appeler, on va mettre des belles chaises pour que vous soyez tous ensemble, Thierry Meyer, Ludovic Paccard, Jean-Louis Arquier et Sébastien Lagu. Venez nous rejoindre, je vous en prie. Thierry Meyer, directeur général de la branche porcine chez Bigard et président de la commission porcine de culture viande. Ludovic Paccard de Sicarève, Jean-Louis Arquier, directeur général de Tendriade et Sébastien Lagu de Roman Viande. Jean-Marc, vous intervenez quand vous voulez, mais d'une façon courte. Je vous demandais, Sébastien, mettez-vous ici. Jean-Louis Arquier, là. Thierry Meyer, et puis là-bas, le Ludovic Paccard. Merci. Vous vous connaissez tous? Alors, je vous rappelle ce qu'on s'était dit, le plus possible, interaction, n'hésitez pas à vous interrompre. L'important, c'est que ce ne soit pas une suite de monologues, mais que ça ressemble le plus possible, si ça ne vous gêne pas, à une table ronde, à une vraie table ronde. Vous êtes dans des secteurs qui sont totalement différents, des tailles différentes, mais il y a des points communs. Toutes les solutions, la vôtre, elles sont peut-être valables pour une partie ou pour l'ensemble des gens qui sont ici. On va commencer par au hasard, Jean-Louis Arquier, Tendriade. Bonjour.
Qu'est-ce que je peux dire de vous? Attendez, je vais essayer de vous présenter le veau, rien que le veau, n'est-ce pas? Absolument. 17% de part de marché, enfin 17% d'abattage, des contrats avec 500 éleveurs, 150 qui nous concernent directement là, 2 sites, quand on va à Rennes, on en voit un sur la droite du 4 voies, c'est celui avec 600 personnes, et Montélimar Nord. Vos clients, grande surface, 65%, mais ça baisse, vous êtes passé à 50%, les tradis, c'est stable, et puis la restauration en foyer. Alors, dans les nouveautés, dans les solutions, on va être très concret et très direct. Il y a ça, un QR code. Et ce QR code, on ne le trouve pas n'importe où, on le trouve sur vos emballages. Ça, c'est une solution. Est-ce qu'on peut voir l'emballage? On flash le QR code et on a directement accès à l'éleveur. C'est l'aboutissement d'un processus très long, d'une volonté, d'une politique. Donc le QR code, effectivement, on a essayé d'utiliser la technologie de la blockchain pour, à partir du QR code posé sur la barquette, permettre au consommateur ou à l'acheteur de retrouver l'histoire du produit et l'ensemble des éléments de sa traçabilité, notamment et en particulier le nom de l'éleveur qui l'a produit. Il y a combien d'éleveurs qui vous ont suivi dans cette aventure? Alors, on est à 140 éleveurs qui nous accompagnent spécifiquement dans cette démarche. En fait, la particularité de la filière veau, c'est que nous fonctionnons entre transformateurs et éleveurs sur le modèle de la contractualisation qui nous a permis de construire un cahier des charges avec justement 139 éleveurs de notre bassin de production du Grand Ouest. Nous nous sommes implantés, comme vous venez de le dire, dans le Grand Ouest. Nous avons donc construit un réseau ou organisé un réseau d'éleveurs nous permettant d'afficher cette production régionale. Derrière le maître mot, c'était contractualisation, vous l'avez dit, mais transparence. Voilà. Je pense que le maître mot de toute cette démarche, c'est effectivement la transparence. Nous apportons, on a beaucoup parlé ce matin des attentes sociétales. Je pense qu'au travers de cette démarche, on a cherché à répondre, à apporter la transparence sur l'éleveur, sur le mode de production, sur un ensemble d'éléments du cahier des charges portant sur des éléments de bien-être animal, l'alimentation des animaux et le mode d'élevage. Thierry, Ludovic, Sébastien, transparence, pas d'opinion là-dessus, sur raconter toute l'histoire, aller jusqu'à l'éleveur? Oui, c'est important. C'est important. La transparence, c'est la clé et donner surtout du sens à une démarche dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors, il y a un deuxième exemple, encore une fois caractéristique. Je vais parler avec vous maintenant, Ludovic, Sicarev. Un autre produit, on aboutit tout de suite à une solution, ce packaging-là. C'est ce steak rémunère au juste prix son éleveur. En gros, vous êtes rentré dans le trip. C'est qui le patron? Exactement, bonjour à tous. C'est dingue. C'est dingue, c'est une histoire assez atypique. Donc vous connaissez la brique de lait, c'est qui le patron? Et bien Sicarev aujourd'hui, on est le metteur en marché du dossier du steak haché, c'est qui le patron? Et là, je pense qu'on est totalement dans le sujet du débat de ce matin. C'est effectivement aujourd'hui, on s'est retrouvé en direct au niveau de la coopérative Sicarev à discuter avec les consommateurs et on a partagé effectivement sur les attentes du consommateur, mais aussi sur nous, nos problématiques, à savoir, on l'a dit ce matin, la rémunération de nos éleveurs, et ça c'est un point important, et deux, la problématique de l'équilibre matière. Et tout ça aujourd'hui, on l'a partagé. On a discuté très longuement sur la mise en ligne et la création d'un cahier des charges, et c'est le consommateur qui, en ligne, il y a eu 10 000 consommateurs, qui ont validé le cahier des charges à la fois à l'amont et à l'aval, et ça aboutit donc à la mise en marché d'un steak haché, c'est qui le patron, où effectivement, on a pris en compte toutes les exigences de bien-être animal, d'alimentation et aussi de rémunération de l'éleveur. Ça, c'est un point important. Et le point le plus important, c'est que derrière, on a pu faire comprendre à notre consommateur qu'il fallait effectivement, et on l'a évoqué tout à l'heure, remonter la valeur du produit steak haché, parce qu'on allait incorporer des matières beaucoup plus nobles, des muscles beaucoup plus
beaucoup plus caractérisé et beaucoup plus coûteux aujourd'hui à la mise en production. Donc on aboutit sur un vrai échange et à la mise en produit, bon, effectivement d'un produit qui en magasin est beaucoup plus cher, mais on a une solution aujourd'hui, à la fois on apporte de la transparence aux consommateurs sur ce que l'on produit, mais sur aussi une réponse apportée sur l'équilibre matière et la rémunération de nos éleveurs, et aussi l'équilibre économique de l'entreprise. Mais c'est une démission. C'est qui le patron? C'est plus vous. Vous n'êtes plus le patron. Vous avez démissionné. On n'est plus le patron. Et vous dites à tout le monde, nous on fait que ça, et il y a le prix de la production, et elle est où la libre concurrence? Il y a quand même un secret des affaires. Alors là, le sujet, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, dans ce dossier-là, et là c'est vraiment, on est dans l'évolution sociétale, c'est le consommateur aujourd'hui qui dit, moi je suis prêt à payer tel prix. Oui. Et on impose au prix à nos clients, notamment les distributeurs, et ça c'est vraiment un élément nouveau aujourd'hui, où quand même on peut prouver que le consommateur est prêt à payer plus pour avoir le produit qu'il a défini en amont. Bon, là, on n'est pas seulement sur une démarche prix. Oui, est-ce que l'éleveur derrière est bien rémunéré? C'est ce qui a marqué sur la fiche. Le travail avec les éleveurs a été compliqué? Alors, le travail avec les éleveurs, il n'a pas été compliqué. Aujourd'hui, Sicarev, on est une coopérative. Et nous, notre mission, c'est de valoriser la production de nos adhérents. Et aujourd'hui, quand vous mettez des consommateurs, quand vous mettez des éleveurs autour d'une table aujourd'hui, il y a des échanges riches. Et qui justement aboutissent à ce genre de partenariat. Alors, j'ai en régie la dernière photo, on la garde, on la montrera tout à l'heure, parce qu'elle est assez intéressante, c'est Moy Park, on en reparlera. Je voudrais donner la parole à Tendriade, bonjour. Non, pardon, à Rome en viande, excusez-moi. Sébastien. Oui, bonjour. Sébastien, Rome en viande, PME. C'est votre grand-père déjà qui était dedans, 30 salariés, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, 3200 tonnes. De vos clients, c'est essentiellement, majoritairement les bouchers tradis, un peu la grande distribution, un peu les grossistes. Et alors l'histoire de Sébastien est intéressante. Vous avez fait une école de commerce du côté de Chambéry ou de Lyon, et vous arrivez dans la boîte familiale, la PME, avec l'éthique et ce qu'on vous a appris dans les écoles de commerce. Style Jean-Marc Sylvestre. On va voir, vous allez voir. Exactement, c'est un peu ce qui s'est passé. Donc on a sauté une génération. Moi, j'ai repris la société de mon grand-père. Et le premier constat, c'était un outil vieillissant, une capacité d'abattage qui était assez limite, on va dire. Donc, on va dire, sortant d'une école de commerce, la première idée, c'était comment on peut grossir, aller plus loin. Il faut une nouvelle usine. On a un abattoir et un atelier de découpe séparés de 10 km, c'est des trajets, c'est des coûts logistiques. Et donc l'histoire, en fait, fait que pas du tout. J'ai monté un peu le dossier au départ en disant, bah, tiens, ça serait bien qu'on double le volume, qu'on fasse plus d'abattage, qu'on aille vers la grande distribution à fond. Et en fait, en apprenant le marché, et ça c'était vraiment au début, quand j'étais jeune, je ne comprenais pas pourquoi mon grand-père restait sur ce métier de chevillard. Et en fait, voilà, depuis, c'est ça qui nous démarque aujourd'hui, c'est qu'on est abatteur uniquement sur des races à viande. On s'est pas spécialisé, justement, on s'est diversifié vers de l'abattage multi-espèces. Et aujourd'hui, si on a encore notre place à notre petite échelle, parce que voilà, c'est qu'on rayonne à ce niveau local. Donc, vous êtes arrivé en disant, il ne faut surtout pas grossir. C'est exactement ce que l'immense majorité des économistes, j'imagine que Jean-Marc Sylvestre, s'il avait connu à cette époque-là, il me dirait, vous êtes fous. Racontez-moi concrètement ce que ça donne dans les solutions. Dites-moi qui sont Carotte, Gégé et Loulou. Donc voilà, c'est l'idée, comme on l'explique, c'est une entreprise familiale. Mon grand-père est toujours, il n'a pas pu se déplacer, mais il est toujours présent. Il passe tous les jours un petit peu à l'entreprise. C'est une fierté pour lui de pouvoir avoir une transition familiale. Et donc, c'est une entreprise qui est gérée à valeur humaine. C'est-à-dire, voilà, on a peu de turnover finalement. Les salariés se sentent bien chez nous. On mise énormément sur cette valeur humaine. Et donc, GG, Loulou, Carotte, ça, c'est des surnoms qu'on donne. Mais parce qu'ils l'acceptent, c'est les surnoms de nos chauffeurs-livreurs. Et c'est la valeur ajoutée. C'est ça, c'est la valeur ajoutée de notre société. On garde la logistique en interne au maximum. Parce que c'est les représentants de Rome en viande. C'est eux qui, les clients, quand ils voient les chauffeurs, c'est Rome en viande, c'est l'image de notre société, c'est la propreté des chauffeurs, la propreté des camions, c'est le service, et c'est aussi le retour d'expérience du client. Il peut se confier au chauffeur qui nous fait le retour d'informations. Et ça, c'est un petit peu là-dessus qu'on joue, la proximité, la valeur humaine. Proximité. Même chose, vous jouez la proximité? Un commentaire sur ce que fait... Oui, bien sûr. Sur ce que fait Sébastien?
Nous sommes, comme j'ai dit tout à l'heure, dans un bassin de production. La raison d'être d'un abattoir et d'une usine de transformation, c'est de rayonner sur son bassin de transformation. Et de le revendiquer. Et de le revendiquer, et particulièrement avec les salariés, parce que on est des gros employeurs. Il y a en tout cas une proximité très forte avec nos collaborateurs, avec nos salariés, et bien évidemment, ils sont dans cette petite région. Jean-Marc, vous intervenez quand vous voulez. Hein. Oui. Ah oui. Je peux utiliser ce micro ? Oui. Simplement une remarque. Je crois que le consommateur, je respecte totalement tout ce qui a été dit. Je crois que le consommateur, il a besoin d'informations très rationnelles. Donc, il veut savoir combien ça coûte, il veut savoir d'où ça vient, quel est l'éleveur, quel est le nom du vin. Mais je crois aussi que le consommateur, il a besoin d'imaginaire parfois. Et bon, le facteur de proximité y participe, mais il a besoin d'imaginaire. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure avec la révolution du digital et du téléphone portable, c'est que si le téléphone a marché, c'est que le consommateur en a fait autre chose que ce pourquoi on l'avait vendu. Il en a fait autre chose, c'est-à-dire que quand vous prenez votre téléphone, on lui a vendu le téléphone en lui disant vous allez acheter ça et ça va vous permettre de passer des informations utiles comme vous le faites un peu chez vous. On lui dit si c'est ça, ok, je vais essayer. Mais en réalité, il a fait autre chose parce que quand vous avez votre téléphone et que vous sortez de chez vous, le bureau, le soir, vous téléphonez à la maison en disant chérie, je rentre, c'est quand même pas une information capitale, quoi. Hein, si vous dites ce soir je rentre pas, ça va commencer à être compliqué et vous allez avoir intérêt à trouver un tunnel. Dans Paris, il y en a pas mal pour couper la communication. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous vendez, vous transportez de la data, mais vous transportez aussi du rêve, de l'amour, de l'affection, du mensonge. C'est Dieu. Qu'est-ce qu'on ment au téléphone portable ? Je sais pas si vous avez vu. Et puis vous vendez aussi de la liberté. Donc tout ça, c'est pas forcément rationnel, c'est interprétatif au niveau individuel. La liberté, quand vous offrez un téléphone à vos enfants, vous leur dites officiellement c'est pour qu'ils soient libres. En réalité, c'est un peu pour les fliquer aussi. Bon, mais vous avez plein de raisons de le faire. Eh bien, un produit, il est chargé de tout ça. Et le produit que vous faites, la stratégie que vous faites, elle n'est pas très éloignée de celle d'un produit de luxe. Un produit de luxe, c'est quelque chose qui n'est pas forcément utile, directement utile, mais qui est vendu très cher parce qu'il y a un imaginaire très très fort. Moi, je me souviens encore, là, ça nous remonte à très loin, il y a à peu près une de mes premières interviews que j'ai fait, c'était l'interview d'un type qui était ingénieur chez Peugeot, licencié économique, qui se retrouve chez lui, il avait 50 ans, et il ne savait pas quoi faire. Sa femme avait une famille qui avait monté un atelier de maroquinerie et d'accessoires, tout petit, qui marchait pas très bien en province. Ce monsieur s'appelait Henri Racamier, sa femme s'appelait Vuitton, et lui, il a repris l'atelier. Et c'est devenu Vuitton. Et quand Vuitton est passé chez LVMH, j'interrogeais le repreneur ou le fondateur, le père, je lui dis, mais monsieur, en 20 ans, il avait fait ça entre l'âge de 50 ans et 70 ans. En 20 ans, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il dit, j'en sais rien moi-même, parce qu'en fait, j'ai vendu des sacs faits en toile cirée, griffés aux initiales de mon beau-père, mais je les ai vendus au prix du caviar. Et ça a marché. En réalité, il m'a raconté une histoire, là. Il m'a baladé. Il a vendu un imaginaire absolument colossal autour de son produit, chose que Louis Vuitton, d'ailleurs, après LVMH, a transcendé. Donc je crois que sur la bouffe, parce qu'on est dans la bouffe, sur l'alimentaire, il y a un imaginaire formidable. Regardez à la télévision les succès que peuvent avoir les émissions qui parlent de gastronomie, de fabrication, de recettes, etc., etc. Et je cherche toujours je reviens à la marque du produit. Quelle est la marque du produit ? Qu'est-ce que j'achète ? C'est la marque de confiance. Thomas Cook, deux siècles d'existence. L'entreprise va mourir, c'est sûr. Mais les actionnaires vont payer, c'est sûr. 600 000 personnes en rate dans le monde, c'est grave. Mais Thomas Cook va rester, parce que c'est une marque formidable, c'est une marque exceptionnelle, c'est Agatha Christie, c'est Churchill, c'est la reine d'Angleterre. Enfin, donc la marque va rester, et c'est la marque de confiance. Bon. Un produit, ça doit avoir une marque. Mais vous pensez que Sébastien, Jean-Louis, Ludovic mettent pas assez ils ont à créer une de marque valeur locale. Ils ont une marque locale. Ils rajoutent de la valeur imaginaire ajoutée. Oh, évidemment, énormément. Alors, vous avez vu combien de fois il nous a parlé de son grand-père ? Oui. Bon, mais c'est vrai.
Non, mais c'est la symbolique de la sagesse, de l'expérience, de l'expertise. Et lui, c'est le mariage avec la modernité. Et c'est les pieds dans la gadouille avec les éleveurs du coin. C'est les valeurs, un petit peu. Les valeurs. C'est l'éducation, c'est des choses... L'ADN. Il ne faut jamais oublier l'ADN d'un produit. Les valeurs. Ben justement, l'autre valeur, après la transparence, c'est la qualité. Thierry Meyer, vous êtes dans le porc et vous dites, le label rouge, c'est chez Elvaux il y a depuis très longtemps, pourquoi pas chez nous? Vous n'avez pas attendu les états généraux de l'alimentation? Non, on n'a pas attendu les EGA. Et en fait, il y avait une marque, par rapport à ce que dit M. Sylvestre, on avait une marque très forte au rayon boucherie, en porc, c'était Promotion. Promotion à toutes les sauces. Et ah non, il y a plusieurs marques. Il y a Promotion moins 10, il y avait promotion moins 20. Mais nous, on fait plus fort parce qu'en général, on ne fait pas moins 10 ou moins 20, on divise les prix par 2 ou par 3. D'accord. Et on arrivait même à vendre de la viande de porc, même en dessous de la viande pour animaux. Et donc, effectivement, il fallait redonner du sens à cela. Et fort aussi des boulets aux pieds, comme disait M. Chibre, qu'on avait sur le social, sur le fiscal. Et bien on a orienté l'entreprise et la filière vers la différenciation qualitative. Et on a décidé, un petit peu, peut-être fou, au début des années 2000, de lancer une production, non pas de 5P, comme il disait, mais de 3P, beaucoup, bon et bien, qui était en fait le label rouge porc. Alors tout simplement au départ pour répondre à une problématique réglementaire de la salaison. La salaison devait, à partir de 2000, utiliser de la viande certifiée, puis à partir de 2005, utiliser de la viande de porc label rouge. Donc on a décidé de lancer une production de masse, 6000 porcs, et bien sûr, comme dans le bovin, on avait une problématique majeure qui était l'équilibre carcasse, et notamment le devenir de nos longes, qui d'ailleurs aujourd'hui en conventionnel devient une problématique majeure. Et donc on est parti à construire, mais on l'a fait avec les éleveurs, qui étaient à l'époque, et toujours d'ailleurs, actionnaires d'une entité du groupe, qui est de Socopa. Et on a lancé une production de masse pour répondre d'abord aux salaisonniers, mais avant tout de créer un segment dans la viande fraîche. Et on a pris notre bâton de pèlerin et a été voir avec les producteurs, parce qu'ils ont une image forte, ils ont des valeurs aussi à véhiculer. On les a formés. Et puis, on est allé voir les distributeurs pour la viande fraîche. Alors, attendez. Vous êtes allé voir les distributeurs? Nous sommes allés voir les distributeurs, mais ensemble. C'est révolutionnaire. Non, je ne pense pas. C'était chacun à sa place. Lui parlant plutôt de son produit. Nous parlant après, bien sûr, de la négociation. Mais jusqu'ici, les éleveurs et les distributeurs se regardaient comme chien et loup. Enfin, c'est comme... C'est vrai que... Il y a quelques semaines avant, l'éleveur, il allait devant la préfecture ou casser les vitrines de l'hyper. Plutôt casser les vitrines des magasins. Et c'est vrai que dans les éleveurs qui sont situés dans le Grand Ouest, il y a 150 éleveurs, la première chose qu'on leur a dit, si vous êtes adhérent à Opal, parce que c'était notre point de rassemblement du porc label rouge, on leur a dit, première chose, vous allez, au-delà de produire de la qualité, vous allez faire des animations en magasin. Alors là, je vous garantis que quelques éleveurs, notamment des syndicalistes bien affirmés, qui allaient plutôt effectivement manifester 15 jours auparavant, se retrouver dans un magasin au Champs-Élysées, par exemple, s'est aperçu que finalement, les gens pouvaient rester des années dans le magasin sans manger 1 gramme de viande de porc. Donc c'était important qu'ils s'investissent dans le commerce, en restant à leur place, oui, mais pour promouvoir une image et puis nous aider. J'en rajoute un peu, mais c'est un vrai travail qui a été fait de lier l'amont et l'aval, de faire... On était là, parce que je rappelle qu'on est des acteurs incontournables de la filière viande, oui, entre le producteur et le consommateur via le distributeur ou avec bien sûr le salaisonnier pour la partie porc. Et on les a impliqués en restant chacun à sa place. Et puis on est allé voir des distributeurs qui au départ ont dit le porc c'est promotion, point barre, ça ne fonctionnera pas. On en a eu des refus, mais on a eu quand même des personnes qui avaient une expérience aussi dans la viande bovine ou dans la viande de veau, qui avaient de la segmentation et qui nous ont dit on y va, on prend le risque à 100%, nous. On était partis sur une production, elle était lancée. Donc nous sommes partis.
En parallèle, dans la charcuterie, il y a eu plutôt, j'irais, un des leaders dans ce domaine-là qui nous a fait faux bond, mais on a continué, on a persévéré. Et donc, et les éleveurs, on a monté un groupe avec eux, et qu'on se voit régulièrement, je vais les voir encore demain, et on a bâti progressivement, ça fait déjà une quinzaine d'années, on a bâti, on a donné du sens à la démarche. À l'époque, au tout début, on ne parlait pas de bientraitance animale, on l'a intégré. On a essayé d'en mesurer objectivement des critères. Et puis, on a joué sur l'alimentation, sur la démédication. On a travaillé avec eux, mais vraiment en travaillant vraiment sur la partie aval et surtout aussi aller capter de la valeur. Parce mais que lorsque vous discutez... Bon, ça ne se passe pas avec Fleury Michon, parce qu'on est entre nous, on peut citer les marques. Ça se passe plutôt bien avec Auchan, avec Cora, avec Carrefour. Il y a engagement de volume ? Non, on est parti au départ... même sans engagement de volume. Sans engagement de volume, chemin faisant, parce qu'on a démarré avec 6 000 porcs, on en fait à peu près 9 000 porcs, ça fait 450 000 porcs par an. On continue à progresser, on y va doucement. Et l'éleveur qui a fait l'animation, il en fait 4 fois par an, c'est ça ? C'est une obligation. Une obligation. Il ne peut pas être éleveur. L'éleveur qui fait l'animation... Dans le magasin, dans le magasin, on a essayé de coupler avec des éleveurs, pour qu'il y ait aussi un lien qui se crée humainement, parce qu'il n'y avait pas qu'un lien avec le produit, un éleveur avec un chef de rayon boucherie. Et il a compris qu'on pouvait passer toute sa vie dans l'hyper sans manger du porc, mais dès qu'il y avait quelqu'un qui vous en proposait, on en mangeait plus ? Disons que systématiquement, dès que les éleveurs allaient faire des animations, on franchissait un palier au niveau des ventes dans ces magasins-là. Et si on reprend à peu près une dizaine d'années, chaque année, on est plutôt à 2 chiffres en termes de progression de volume, alors que le rayon frais, on voit bien, s'effrite au fil des ans. Moralité, oser. Il faut oser, et puis aussi, il faut soutenir, parce qu'il y a eu des moments difficiles. Si on prend fin 2015, début 2016, c'était une année noire en production. Je rappelle que les cours étaient au plus bas. Il y a eu d'ailleurs un arrêt d'un marché important qu'on appelait le marché au cadran. Et on est parti sur dire, allez, allons-y, bloquons les prix, ne plongeons pas dans la sinistrose. Et on a maintenu les prix. On a eu aussi bon nombre de clients et salaisonniers et puis distributeurs qui nous ont suivis. Ça a permis quand même de donner à peu près 2 millions d'euros pendant 6 mois à 150 éleveurs, ce qui est quand même pas négligeable pour traverser des moments comme ça. Et on a tout de suite embrayé le pas avec l'intégration des coûts de production dans nos relations. Certes, on faisait des contrats bipartites, tripartites, qui faisaient qu'une petite page de 21-29. Et la transparence complète sur la notion de prix de revient ? La transparence, on l'avait déjà et on n'a pas attendu les EGA. Ça, c'était en 2015. D'accord. Alors, vous en pensez quoi de sa démarche ? Imaginez, dans le porc à cette époque-là, ça va très mal et il arrive à faire une sorte de révolution culturelle pour l'éleveur. Soyons modestes. Il n'y a pas de révolution, il n'y a que des évolutions. Parce que... Alors, il considère qu'il a totalement raison que la clé c'est le client, quoi. Donc il faut à la fois l'attirer puis le fidéliser, etc. Il doit, en parallèle, vous avez dû monter des séances de formation avec les gens d'hypermarché, parce que je suppose que vos éleveurs, c'est vrai, c'est comme les chefs cuisiniers. S'ils vont trop à la télé ou ils vont trop, on va se demander quand même qui fait la cuisine, et quand on va chez lui, on voudrait voir bon, tout à fait. On a fait des formations. On fait des formations les éleveurs, ils avaient une journée par an de formation à, bien sûr, comment rentrer en contact avec des distributeurs, et puis surtout aussi comment animer, comment parler de son produit de manière très positive. Et c'est ce qui est important, c'est pas de voir nos points faibles, c'est plutôt renforcer nos points forts. J'ai l'impression que dans tous les cas, il y a de l'humain. On parlait avec votre grand-père, on parlait avec l'éleveur. Est-ce qu'on peut revenir, s'il vous plaît, en régie ? Je voudrais la photo de Ludovic, qu'on avait montrée tout à l'heure, avec toute une série d'éleveurs. Alors, cette photo, racontez, elle a un sens. Cette photo, elle a un sens. Au niveau de Sicarav, aujourd'hui, on a inscrit, on a engagé nos éleveurs adhérents dans une démarche vertueuse au niveau de la production de la filière charolaise sur 3 piliers. Donc, un pilier sociétal, où là, effectivement, aujourd'hui, on a inscrit nos éleveurs adhérents dans une démarche BOUL. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur l'aspect bien-être animal. Un deuxième sujet qui est l'aspect... C'est bien-être animal et bien-être des éleveurs, c'est ça qui est formidable. On en parlera après. Un deuxième sujet qui est un volet environnemental, où là, aujourd'hui, on a inscrit nos éleveurs, y compris dans une démarche de type Cap 2R, aujourd'hui, là où on travaille effectivement sur l'environnemental. Et un troisième volet qui est un volet économique. Aujourd'hui, notre engagement, c'est aujourd'hui effectivement de donner de la visibilité à nos adhérents
sur des volumes et sur des prix garantis. Quand on parle de coût de production, c'est un vol important. Et donc, il y a McDo qui vous a appelé. Alors, on a une relation historique, effectivement, avec l'enseigne McDonald's, de par son fournisseur Moy Park, depuis de nombreuses années. Et effectivement, l'approche que l'on a sur la vision et sur la manière d'aborder le sujet donc, a plu, effectivement, à McDonald's Monde. Et depuis ce printemps, un de nos éleveurs, donc Vincent Pommery, que vous aviez sur la photo, donc c'est le monsieur qui est au milieu. Là. Tout à fait. Donc c'est un éleveur du groupe Sicarev qui est aujourd'hui reconnu comme étant l'ambassadeur de la filière charolaise en France pour le compte de McDo Monde. Donc c'est vraiment le porte-parole et l'ambassadeur de la filière charolaise au niveau de McDo Monde. Et je pense que ça, c'est une vraie réussite, une vraie fierté de pouvoir aujourd'hui avoir des dossiers effectivement où on génère de la confiance et on crée de la valeur et on donne de la visibilité. Mr. Charolais, all over the world. Alors, exactement. Et on a, tout à l'heure, je pense qu'on parlait d'états généraux de la compétitivité. On a là, typiquement, un éleveur qui se pose des questions, qui se remet en cause sur comment, effectivement, je peux trouver du gain sur du photovoltaïque, sur un tas de sujets, sur des rotations de prairies. Donc, vraiment des gens aujourd'hui qui sont à l'écoute du marché et qui cherchent des gains de productivité. Et ça, je pense que c'est un point important dans la productivité et le gain de valeur. Un flagship farmer. Exactement. Les hommes, encore une fois, des beaux exemples ou pas? À part Loulou, Carotte et Gégé, d'autres exemples? Vous, lorsqu'il y a eu la crise, en 2015, vous disiez, on a donné un coup de main. On a donné carrément 2 millions d'euros. Est-ce que ça paye à long terme? Oui, mais après, vous savez, l'humain oublie vite. Donc Oui. il faut se renouveler sans cesse. Et c'est vrai que là, on a une petite inversion, mais pour autant, ils tiennent bon, parce que quand on intègre les prix de revient aujourd'hui, et compte tenu de ce qui se passe en Chine, les prix montent, mais pour autant, ils sont toujours bien présents et cherchent à comment effectivement évoluer. Certes, les marges sont difficiles, plus difficiles, mais néanmoins, ça se développe encore. Mais ça crée des liens qu'on n'oublie Oui, pas. tout à fait, indéniablement. Et puis même sur les forces de vente aussi, ils sont allés aussi voir des élevages et on s'est aperçu quelquefois que certains vendaient de la viande sans avoir été en élevage. Donc aujourd'hui, c'était essentiel de créer ce lien-là parce qu'il faut capitaliser dessus. Et comme je le dis, c'est avant tout d'aller chercher de la valeur, j'irai en aval, parce que souvent on disait on va aller la chercher en cassant les magasins. Et là, on l'a fait différemment et je pense que c'est une réussite. Mais les valeurs humaines, Ludovic, vous disiez que même avec McDo, on retrouve le top là, parole d'homme. Exactement. Je pense que Ils s'engagent sur les tout à l'heure, on parlait d'économie de confiance. Je pense qu'effectivement, c'est des hommes et des femmes autour d'un projet. Effectivement, aujourd'hui, je pense qu'il y a des sujets qui ont été abordés ce matin qui prouvent qu'en se mettant autour d'une table, on est capable, à partir d'indicateurs économiques, de valeurs où on prend en compte effectivement les demandes du consommateur, de pouvoir monter des dossiers où on donne de la visibilité et on apporte et on crée de la valeur. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même un petit peu ce message-là d'espoir à faire passer au niveau de la réunion d'aujourd'hui. Même si effectivement, je pense que, on en parlait tout à l'heure, la notion de compétitivité aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, est un point pour moi primordial. Oui, mais la notion de compétitivité, elle passe par la structure de coût, mais elle passe aussi par la structure de prix. Et c'est très facile de baisser les prix. En fait, la France a fait ça pendant 25 ans. Tous les magasins, on a multiplié les soldes, les no-name, les produits génériques, tout ça pour pouvoir justifier des visites. Mais quand la conjoncture s'améliore ou que le marché change, pour remonter le prix derrière avec le même produit, c'est pas possible, quoi. Il faut changer le produit, ou il faut changer son packaging, ou il faut changer son innovation, son rituel. Je trouve que la viande se prête beaucoup au rituel, ce qu'on appelle le rituel en marketing. Ce que nous disaient les gens d'Hippopotamus tout à l'heure, ils vendent de la viande, mais ils vendent aussi autre chose. Ah oui. On l'a bien vu. Moi, vous parliez de Seb tout à l'heure. Seb a eu un échec énorme, cuisant. J'ai fait un film pour Seb, et c'est comme ça que je l'ai découvert. Bon, je l'ai mis, ils n'étaient pas très contents, mais ils ont essayé de vendre une machine pour fabriquer des crêpes, Seb, à un moment donné. Et ça fonctionnait un peu comme une photocopieuse. Je l'ai à la maison. Ça existe d'ailleurs dans certaines collectivités locales, ils en ont. Mais vous déversez de la pâte sur un rouleau qui cuit cette pâte et ça tourne et la crêpe sort. Donc eh bien, ça a été un flop terrible. Ils n'ont rien vendu. Ça n'a pas du tout marché. Et une fois, quand ils ont enquêté pour savoir pourquoi ça ne marchait pas, parce qu'après tout le reste marchait, ben, ils s'est aperçu qu'il n'y avait pas le rituel. La crêpe, ça doit se manger sur le pont de Concarneau, ou alors on doit la faire soi-même pour réunir ses amis et puis la faire sauter. Et c'est vrai que quand on va dans un
certain nombre de restaurants de viande, on a le sentiment de refaire le barbecue qu'on avait fait l'été dernier chez les grands-parents, bah, ça a un petit parfum qui vaut bien 10 ou 15% d'augmentation de prix, quoi. Pas Alors, tout à fait. J'essaie de récapituler vos trucs et vos astuces. On va appeler ça comme ça. Vos solutions pour répondre. Réunir la filière en amont, en aval, ce qui est un travail d'homme, de relations humaines, de respect. L'éleveur, le consommateur final, qui c'est le patron, jusqu'à la grande distribution. Les hommes, la transparence, y compris sur... et la qualité. Mais justement, la qualité. Thierry Meyer, vous êtes passé label rouge, d'accord. Et si demain, tout le monde est label rouge, comment est-ce que se fera la différenciation? Alors, je crois que comme tous les produits, rien ne sert de copier. Disons qu'il faut éviter, c'est la pluralité, c'est la diversité qui fait la richesse. Et si effectivement tout le monde fait du label rouge, après chacun est dans son droit. Mais je pense que le marché, de fait, s'abaissera et ne créera plus de la valeur. Et aujourd'hui, il y aura une perte totale, je dirais, à tous les maillons. Donc aujourd'hui, il faut croire, il faut oser, il faut être créatif. Et demain. Et chacun est acteur d'ailleurs de son destin. Hein. On n'est pas des spectateurs de notre déclin, même si les médias de temps en temps grossissent un peu le trait ou les mouvements type antispécistes. Mais il faut créer. Alors on va créer peut-être d'autres filières. On en fait. Bon après il y a le secret des affaires, mais il faut être créatif et puis il faut aller de l'avant, même dans le porc. Hein, pour autant, même si on disait en préambule que c'était la promotion et que c'était une viande bas de gamme et ça se vendrait jamais autrement. Racontez-nous les petits. Je crois que le Gros-Bigard, c'est 60% du porc label rouge. Hein. Oui, disons qu'aujourd'hui, on fait à peu près effectivement 60% des porcs label rouge en France, mais on créera d'autres filières. Sur quoi vous travaillez en ce moment? Ah, mais bien sûr, allez, mais la prochaine fois, il faut en Attendez, garder. on est là pour être généreux. On voudrait les solutions. On est très généreux. On invite tout le monde à déjeuner tout à l'heure. On en parlera l'année prochaine. La différenciation, sérieusement. Bientraitance animale, c'est les nouveaux challenges. Bien sûr, ils sont intégrés, mais comme beaucoup de groupes. Les antibiotiques. La démédication, oui, tout à fait. Et puis aussi l'alimentation. L'alimentation... dans notre cahier des charges, on y intègre de la graine de lin, on évite et on l'interdit l'huile de palme, il y a du soja non OGM. Bon, et puis il y a un lien au sol, parce que c'est important aussi, surtout dans des productions un petit peu décriées comme la nôtre, d'avoir un lien au sol entre le producteur et puis son exploitation. Lien au sol, ça veut dire lien au sol, ça veut dire qu'il produit... Indication géographique? Ça veut dire qu'il produit une bonne partie de l'alimentation de ces animaux. Voilà. Je crois qu'en général, vous avez une responsabilité qui est plus large que celle d'un industriel qui fabrique un produit manufacturé, parce que vous avez non seulement une responsabilité, une RSE sociale, environnementale, que le consommateur est très vigilant à vérifier qu'elle est respectée, mais vous avez aussi, ça le disait tout à l'heure, une responsabilité sur la santé. Et c'est vrai que y a des grands industriels de l'agroalimentaire, parlons de Danone par exemple, qui a concentré toute sa production sur le bénéfice santé. Je vends moi de la santé, et de plus en plus. Et ils regardent ce qui se passe du côté des protéines végétales pour savoir dans quelle mesure ça peut éventuellement compléter ou pas remplacer, mais compléter la protéine animale. Vous voyez tout ça. La seule question que je voulais vous poser, c'est que je trouve que vous ne vendez pas, vous n'utilisez pas suffisamment l'image de la France. Et je suis un peu d'accord avec ce qui était dit tout à l'heure. Je connais jambon de Parme, formidable, dans le monde entier. Je connais un peu le jambon de Bayonne, mais un peu moins. Si je vais à New York, il y en a déjà un peu moins. Mais la Bretagne, que je connais bien, n'a pas, a priori, de marque de jambon comme ça, et d'une façon générale, la marque. Et la marque France, elle est très très forte. Et je vous raconte un tout petit peu, petite anecdote. Fleuron des Alpes, vous allez réagir. Fleuron des Alpes, mais il faut le faire. Je disais l'autre jour, la conférence vous allez dire que je suis obsédé par les produits Vuitton, mais il se trouve que j'étais à la conférence des résultats Vuitton, formidable. Après, on boit un pot, et j'étais avec Bernard Arnault, j'ai dit, mais c'était en pleine manifestation Gilets jaunes et tout ça. L'Arc de Triomphe avait été... je dis, ça vous bouscule pas, ça. Vous faites 90% de votre chiffre d'affaires à l'étranger, vous faites 98% de vos profits, et puis...
Il me dit, détrompez-vous, parce que dans un sac Vuitton, j'ai 10% de matière, j'ai 10% de manœuvre, j'ai peut-être 20% de marketing, mais j'ai 50% de France. Et si la tour Eiffel est bancale, tout le monde le sait à Pékin. Tout le monde le sait à Shanghai, tout le monde le sait à New York. Et si la Tour de France, la Tour Eiffel est bancale, si le Louvre n'ouvre pas à l'heure, si Paris est paralysé, mon produit perd de sa valeur. Donc c'est là que j'ai mesuré, si vous voulez, on mesure l'impact que peut avoir à la fois l'histoire de France, son urbanisme, sa capacité, etc. Et je trouve que l'alimentaire, c'est une des composantes formidables de l'image de la France, qui n'est pas utilisée. Alors, rapide réponse obligatoire pour Jean-Marc Sylvestre. Un, sur la région, Made in France ou Made in ma région, et sur la santé. On commence par vous. Sébastien. Nous, c'est totalement ce qu'on essaye de faire, c'est de valoriser notre région, de valoriser la qualité. On a parlé beaucoup du label rouge. Nous aussi, dans le bœuf, ça a été... un moyen de se démarquer, c'est de proposer du label rouge. On le ressent, qu'il y a une demande de qualité de la part des bouchers aussi. Très court. Vous, c'est Fleuron des Alpes. Et puis, voilà, Fleuron des Alpes et le label local. C'est-à-dire, voilà, c'est abattu à Romans, travaillé par nous, c'est notre marque. Voilà. Jean-Louis Arquier. Nous, avec la démarche qu'on vous a présentée et donc la signature Les éleveurs de chez nous, ce qu'on a voulu faire et voulu dire. Jean-Marc, les éleveurs de chez nous. C'est que notre produit, il est bon. Il est d'abord bon pour l'alimentation au travers des caractéristiques de production de la viande de veau. Il est sans OGM, enrichi en oméga 3. Il est bon pour l'environnement au travers de la notion de proximité. Également, on peut le développer, mais au travers de l'emballage qui nous permet une durée de vie plus longue du produit et donc moins de déchets. Et il est tout simplement, et dans le veau c'est très important, il est bon pour le consommateur. Ce qu'on a tous compris, il y a des tas de sociologues ou d'analystes qui l'ont expliqué, et c'est encore plus vrai pour le veau que pour les viandes bovines ou porcines. On ne mange plus par nécessité. On ne mange que si quelque part on est attiré par le produit, on fait rêver. Notre produit doit également être bon, et c'est ce qu'on essaye de dire au travers de toute cette démarche. Thierry Meyer, répondez à Jean-Marc Sylvestre. Alors, le local, c'est aussi quand même, c'est la France, et sur le label rouge, on en vend également au Japon. Donc, on a encore besoin de le promouvoir, mais c'est vrai que la France, c'est une bonne carte de visite. Et si on vit plus longtemps, c'est parce que tous les industriels qui sont là, et bien sûr en associant les éleveurs, c'est qu'on produit des produits, des bons produits. Certes, on a un système de santé qui est bon, mais avant tout, c'est parce qu'on a une alimentation qui est saine, et surtout avec une très bonne maîtrise de la sécurité sanitaire, parce qu'on a été quand même à nouveau champion du monde sur ce critère-là. Exact. Ludovic, pour Sikarev, répondez à Jean-Marc Sylvestre. J'ai cité 2 exemples ce matin qui prouvent qu'effectivement, on n'a pas attendu les EGA pour que des entreprises se mettent autour de la table pour pouvoir trouver des solutions. Et là, je vous rejoins sur le pavillon France. Aujourd'hui, on a parlé beaucoup de la Chine ce matin, notamment pour le porc. Il faut savoir quand même que nos outils, aujourd'hui, quelques outils français, sont agréés pour exporter de la viande bovine en Chine. Et je pense qu'effectivement, si on veut développer nos relations commerciales avec la Chine, notamment sur le bovin, je pense que ça passera par l'image de la France, sa sécurité alimentaire, tout ce qu'on a pu bâtir aujourd'hui. Parce qu'effectivement, si on veut lutter, notamment par rapport à des pays comme l'Amérique du Sud et l'Australie, effectivement, on va vite s'apercevoir qu'on a des gros décalages de prix. Donc là où je vous rejoins, c'est effectivement vendre la France, l'image de la France, notre sérieux. Et là, à mon avis, il y a une carte à jouer. Restons dans le concret, si ça ne vous gêne pas, les solutions pour y répondre. Merci pour vos solutions. Il y en a une autre. Et demain, une fois qu'on aura fait, que vous aurez tous fait, que nous aurons tous fait le label rouge, et demain, Boviwell, racontez. Boviwell, aujourd'hui, si vous voulez, c'est tout un tas d'outils qui ont été mis en place, qui ont été créés, où là, aujourd'hui, on engage nos éleveurs adhérents sur des critères pour effectivement prendre en compte les problématiques sociétales, les attentes du consommateur, notamment en termes de bien-être animal, et qu'on puisse avoir des arguments de communication, parce que je pense que ça, c'est un point important. Aujourd'hui, on a des tas de choses extraordinaires quand on parle de la filière bovine en France, la filière allaitante. Je pense qu'on a un tas d'éléments où on peut communiquer, où on peut rassurer le consommateur, et Boviwell est un des éléments aujourd'hui où on peut mesurer un tas d'indicateurs et rassurer le consommateur. Acteur et pas spectateur de votre empreinte carbone. Là aussi, vous êtes dessus. Là aussi, effectivement, c'est un sujet d'actualité. On parle beaucoup aujourd'hui d'environnement, et une problématique aujourd'hui, notamment à Sikarev,
via nos adhérents sur un outil type 4.2.0 aujourd'hui, où là aussi, alors on a aussi la demande de nos clients d'aller sur cette voie-là, mais d'engager nos adhérents sur effectivement la maîtrise de l'empreinte carbone et réfléchir à des solutions demain pour effectivement comment on peut trouver des solutions pour prendre en compte l'environnement et être compétitif là aussi. Il y a une demande des clients sur l'empreinte carbone, déjà. Exactement, oui. Jean-Marc. Oui, moi je pense que votre challenge, c'est effectivement de conquérir, même si le degré de confiance est important avec la clientèle, mais vous devez conquérir l'opinion. Vous n'avez pas forcément la majorité de l'opinion avec vous aujourd'hui. Vous avez des facteurs qui sont polluants, des facteurs qui sont négatifs, qui brouillent votre image et qui brouillent donc le facteur de confiance. Donc, vous reconquérir la confiance du client, parce que tout ce que vous faites, c'est évidemment important. Moi, j'ai pas de conseils et j'aurais pas l'arrogance de le faire parce que je connais pas beaucoup votre métier, encore que j'ai une fille qui est agricultrice. Alors, vous voyez, qui, sortant de l'agro, s'est mis à faire de élevage ou pas? Oui, élevage. Oui. Et elle fait quoi? Elle faisait, parce que là, elle est en train de changer. Bovin? Non, elle faisait de chèvres et puis de moutons. Et donc, et des fromages. Et de la proximité. Elle le faisait bien? Et du bio. Elle le faisait bien? Elle le faisait bien? Elle a bien vendu. Elle est bien vendue. Non, ce que je voulais vous dire simplement, c'est de par la petite expérience que j'ai, et puis des rencontres que j'ai pu faire et pu avoir la chance de faire, c'est que, vous avez totalement raison, il faut que vous alliez former les types qui sont dans les hypermarchés. Ils doivent représenter 40 à 50% du chiffre d'affaires. Donc il faut que ces gens-là, ils aient le discours, ils aient l'expertise pour vendre et faire la promotion de vos produits. 2, je crois que vous avez un travail d'enfer à faire avec les bouchers. Parce que les bouchers vont disparaître. Les bouchers de villes, de villages. Il faudrait que vous fassiez le même travail avec les bouchers que celui qui a été fait avec les boulangers. Parce que les boulangers, ils sont devenus... ça fait partie des fonds de commerce qui sont parmi les plus chers aujourd'hui, dans un centre-ville, la boulangerie. Mais avec les céréaliers, avec les fabricants de farine, ils ont tissé une collaboration qui est très profitable pour tout le monde, avec toutes les techniques de marketing qui sont incroyables, tout ça. Je passe sous silence parce qu'il y en a certains qui ont exagéré un petit peu dans la technique. J'ai rencontré l'autre jour, un boulanger, j'ai dit mais comment tu as fait? Mais tu sais, ce qui attire le client, me dit-il, tu sais, c'est l'odeur du pain. Donc il faut qu'il ait toujours le sentiment qu'il y ait du pain frais, comme ça. Il est sur le trottoir, il rentre dans la boutique. Je lui dis mais tu fabriques pas du pain en permanence? Non, mais j'ai des diffuseurs d'odeur en permanence. Alors je lui dis écoute, si tu pouvais les arrêter la nuit parce qu'ils sont en dessous de chez moi, c'est pas la peine à 3h du matin parce qu'il n'y a pas grand monde à passer. Donc il faut pas exagérer non plus. Mais ils ont quand même fait un travail extraordinaire et qui est un travail qui s'exporte d'ailleurs. La boulangerie française s'exporte. Vous avez plus de boulangers français à New York, en Australie aujourd'hui, en Nouvelle-Zélande que de bouchers ou que tout ça. Et les bouchers, il faut qu'ils fassent ce travail. Pourquoi pas? Moi, j'ai la chance de partager ma vie entre Paris et Trouville, que tu devez connaître. Trouville, les poissonniers se sont mis à la restauration sur le marché de Trouville, et les bouchers sont en train de s'y mettre. J'ai deux bouchers qui montent des tables de restaurant et qui servent de la viande. Alors, il y a un petit problème réglementaire à régler, il y a vendre du pain ou vendre de l'alcool, etc. Mais ça se règle tout ça. Le client, il faut le reconquérir de toutes les façons possibles. Parce que le client, c'est lui qui vous fait votre chiffre d'affaires, mais le client, c'est aussi un électeur. Et si vous plaignez du monceau de réglementation, c'est parce que le politique répond au client par des réglementations, parce qu'il n'a pas d'autre moyen de le faire. Et puis c'est aussi un investisseur. Après tout, il peut mettre son argent dans de l'épargne et dans des fonds qui pourront être investis dans la filière. Je veux demander un exercice compliqué à chacun de vous quatre, l'un après l'autre. Qu'est-ce que vous avez retenu des trois autres? Vous êtes en quelque sorte le représentant de la salle. Vous étiez là pour donner des solutions, des trucs, des astuces très concrets. MyPack, qui c'est le patron, le barcode, le QR code. On va commencer par vous, Ludovic Paccard. Tiens, qu'est-ce que vous allez dire ce soir à vos collaborateurs? Tiens, j'ai appris un truc marrant, on devrait faire pareil. C'était à l'Assemblée Générale de Culture Viande. Il y a un type qui a raconté une histoire, ça m'a bien plu, en gros. Je vais peut-être pomper la dit de Jean-Louis alors. Sur le QR code, non mais je pense que ce matin, on a parlé proximité, on a parlé lien au consommateur, et je pense que tout est fait aujourd'hui. Quand on voit
Bon, le dossier fait partenariat déproposé ce matin par Jean-Louis, où effectivement aujourd'hui le consommateur pourra avoir en direct la tête de l'éleveur. Je trouve ça vraiment créer du lien aujourd'hui entre le consommateur, les éleveurs et puis nous, coopératives ou entreprises aujourd'hui qui mettons en marché ce produit. Bon, c'est ce que je retiens de la matinée avec des entreprises effectivement aujourd'hui qui ont pris conscience, mais pas d'aujourd'hui. Mais ça va très vite effectivement aujourd'hui. Il y a une attente sociétale qui bouleverse. Vous avez parlé de le numérique, et je pense qu'aujourd'hui, on va effectivement d'une évolution rapide et tout va très vite. Donc effectivement, on a des enjeux énormes et l'entreprise et le métier doit s'adapter, quoi. Ambition et pragmatisme, je reprends les thèmes de M. Pricker, le directeur général. Qu'est-ce que vous avez appris, Thierry Meyer? Qu'est-ce que vous allez dire? Tiens, j'ai appris un truc, on va faire ça. Non, je pense que ce que j'ai retenu de la matinée, c'est d'abord la confiance. Donner du sens. Il faut de la confiance, il faut donner du sens. Et donner du sens. Bien sûr, on est là quand même pour aller capter de la valeur, parce qu'on a quand même des entreprises à faire progresser, à investir, aussi bien socialement que physiquement, sur des outils industriels. Donc avant tout, et puis c'est la diversité et la pluralité des expériences, et c'est pas de copier un tel ou un tel, c'est d'en créer d'autres, et c'est effectivement croire et oser, et d'avancer. Et puis, bien sûr, on peut aussi trébucher. Mais ce qui est important, c'est de se relever et puis être acteur de notre destin. Et ça, c'est capital. On ne peut pas être que spectateur. Il n'y a pas de solution unique aussi, ce que vous dites. Il n'y a pas de solution unique. Elles sont que plurielles. Oui. Oui. Jean-Louis Arquier. Du coup, puisqu'il n'y a pas de solution unique, ça vient me retirer toute une argumentation. Moi, ce que j'ai retenu de ce qu'on a, de notre échange, c'est que, et c'est une vraie conviction, c'est qu'en fait, l'offre, il faut qu'elle soit segmentée. Et nos approches, elles ne sont que segmentées. C'est la richesse de cette segmentation qui fera la richesse, je pense, de l'offre et qui permettra, avec des éléments de réponse transversaux tels que la transparence, qui permettra justement d'apporter ces réponses aux différentes catégories de consommateurs, aux différents segments de notre marché. Sébastien Agu. Ouais, un petit peu tout ce qu'on... Je pense que toutes les idées, ce qui ressort, c'est qu'on essaye tous de montrer de la transparence dans nos métiers. Et je pense que ça a été une demande aussi des consommateurs, c'est de savoir qui est l'éleveur, qu'est-ce que fait l'industriel à travers ce produit et comment il se retrouve dans notre assiette. Et je pense que toutes les démarches, que ce soit le QR code, le label rouge, c'est qui le patron, on montre un petit peu, on ouvre les portes de notre filière et ça, c'est important. Et voilà, je pense que c'est un petit peu ce qu'on fait tous. Je vais vous faire travailler encore parce que vous êtes là et vous avez des droits, mais également des devoirs. Et demain, sur quoi il faudra se prémunir? Les problèmes de demain et donc quelles solutions pour s'y préparer. En gros, est-ce que ce sera les véganes? Est-ce que ce sera l'empreinte carbone? Est-ce que ce sera la malnutrition dans le monde? Est-ce que ce sera les problèmes de santé? On en a un peu parlé avec Jean-Marc. Sur quoi vous préparez? Je sais que vous êtes beaucoup dans le welfare, dans le bien-être animal. Alors non, pas que, mais je pense que l'enjeu prioritaire, c'est quand même la consommation aujourd'hui. C'est comment on œuvre tous les uns les autres pour pouvoir aujourd'hui avoir une consommation de viande aujourd'hui qui se maintienne, et puis à trouver des solutions après pour pouvoir exporter nos produits, parce que tout à l'heure on l'a dit, dans le port, si effectivement le matin la Chine s'arrête, qu'est-ce qu'on fait des 2 millions de tonnes exportées? Il faudrait bien qu'on trouve des solutions. Oui. Tout simplement donner du plaisir et puis donner de l'envie. Voilà, c'est tout. Donner du plaisir et donner de l'envie. Vous voulez qu'on repasse une pub de Hippopotamus? Non, ça va. Avec un petit peu de porc, ce serait un petit peu mieux. Ah oui, c'est vrai. Je pense que la réponse complémentaire, on est beaucoup préparé depuis quelques années, c'est assez récent, qu'on doit donner, qu'on doit préparer, c'est que l'ensemble de nos filières, et particulièrement nos entreprises, doivent avoir des pratiques vertueuses. Je pense que la société et les consommateurs vont exiger, au-delà de la transparence dont on a parlé, vont exiger que l'on soit effectivement vertueux en termes d'impact environnemental, de gestion de l'eau, du sociétal. Vous avez parlé de la RSE. On doit afficher des réponses très précises en la matière, me semble-t-il. Sébastien, vertueux. Nous, du coup, ce qu'on prépare, c'est un petit peu, moi, c'est plutôt le côté CO2, on va dire. Donc cette année, ça a été la suppression déjà des HFC sur notre site. Donc
Donc ça, on va dire, quand on voit 2030, c'est Et déjà un pas en avant. On en a parlé dans l'actualité de Culture Vie. L'augmentation des prix des énergies fossiles qui va arriver, donc revenir, voilà, encore une fois, avec mes livraisons, quelque chose de local, abattu près de chez vous et livré près de chez vous. Voilà, c'est un petit peu là-dessus, nous, qu'on se positionne sur les problématiques à venir. 150 km, vous, pas plus. C'est ça. C'est de la proximité. À vous le mot de la fin, Jean-Marc. Non, je n'ai pas de solution miracle. Hein. Vous parliez des solutions uniques, il n'y en a pas sûrement, et des solutions miracles, il y en a encore moins. C'est vrai qu'elles vous appartiennent. C'est vrai que vous les avez vraisemblablement dans les mains et en préparation, mais c'est vrai aussi que vous n'êtes pas seul. C'est que vous devez être accompagné par une politique publique qui aille dans ce sens-là. Et nous sommes à la veille aujourd'hui d'un changement important, hein, notamment dans la définition des politiques publiques et de la PAC, politique agricole commune. Ce sont des politiques publiques qui ont été aujourd'hui et qui vous ont formé comme ça, et peut-être même déformé parfois, pour financer principalement des phénomènes quantitatifs, c'est-à-dire des productions. Hein, ces phénomènes de production, parce que on a eu pendant les 30 ou 40 dernières années des besoins de satisfaction de besoins alimentaires, à la fois en France et aussi à l'exportation. On était devenu le premier pays exportateur. On n'est plus maintenant le premier secteur exportateur. Je reviens à l'industrie du luxe, mais c'est le luxe qui est devenu le premier pays exportateur et apporteur de devises en France, ce n'est plus l'agriculture. Mais ça, c'est un détail. Donc il faut que ces politiques communes soient adaptées aux nouvelles missions que vous avez. Et ce n'est pas forcément encore le cas. On vous demande de produire, on vous demande de produire de la qualité, vous savez faire, on vous demande de satisfaire le client, vous allez savoir, mais on va aussi vous demander de protéger l'environnement, on va aussi vous demander de protéger le jardin, d'entretenir la France, le jardin, vous êtes des jardiniers de la France, etc. Mais il va falloir qu'on calcule en termes de CO2, en termes d'heures, en termes de le prix de ces services. Et je crois que vous n'êtes pas rémunéré pour le prix de ces services. Et si on intègre à votre prix de revient, tel que vous le calculez, le prix des services que vous rendez, eh bien, on arrivera à des prix qui seront plus supérieurs. Et ça, il va falloir faire une communication pour ça. Et vous vivrez sans doute mieux si on reconnaît. Parce que vous êtes quand même très désabusé. On vous accuse de tous les maux. Hein. On vous accuse d'être les plus gros pollueurs. On vous accuse de pas savoir bien traiter les animaux. On vous accuse de pas satisfaire les besoins alimentaires dans certaines régions. Ça. Mais en réalité, vous avez des missions de service, des services à la clientèle et même des services au public à rendre. Et ces services-là, ils doivent être rémunérés normalement. Et aujourd'hui, ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas parce que la totalité des fonds de la politique publique en matière agricole est orientée sur la production et sur le quantitatif. C'est un peu ça le vœu que je voulais vous formuler. Et j'espère que vous serez entendus. Et j'espère que vous persuaderez vos clients de se faire entendre aussi sur ce point-là. Oui. Le pâturage, c'est bon pour la biodiversité, il faudrait le dire et oui. le dire. Est-ce que vous avez un mot de la fin ? Quelque chose à ajouter ? Vous vouliez insister sur un point ? Je pense que ce que M. Sylvain vient d'expliquer, c'est qu'aujourd'hui, on est dans le toujours plus. Effectivement, on a parlé de boulet au pied ce matin, mais de la guerre, c'est effectivement qu'on soit en capacité à vendre ce qui nous a été demandé. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de RSE, on parle d'un tas de démarches vertueuses, mais tout ça, ça a des coûts. Et ce coût, il faut le répercuter à un consommateur qui est exigeant et à des distributeurs aujourd'hui qui sont effectivement en demande de ce genre de démarche. Donc il faut qu'on soit en capacité tous de pouvoir porter le message, de dire aujourd'hui tout ça c'est un coût, il faut le valoriser. Ça c'est pour moi c'est un message important. Merci à vous quatre, merci à Jean-Marc. Merci à vous. Avant le rap, merci, je pense qu'on peut vous applaudir.